Je m'appelle Aurélie, je suis data scientist freelance. De formation initiale, j'ai fait de la physique, j'ai fait une thèse en physique et c'est pendant ma thèse en fait, que je me suis initiée à l'analyse de données. Et là, depuis 4 ans, je suis data scientist. J'ai travaillé dans pas mal de secteurs, le banque assurance, l'énergie et la santé notamment. Et depuis le début de l'année, je suis à mon compte. Et je consacre une partie de mon activité à de l'enseignement, notamment chez Jeddah en tant que prof. Alors, si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est parce que ce sujet des systèmes de recommandation vous intéresse. Là, l'idée, c'est de vous faire une introduction que ça peut apporter au business, mais on ne va pas rentrer dans des maths de haut vol. L'idée, c'est que vous ressortiez avec une bonne idée de ce que c'est et que je ne vous ai pas embrouillé. On va commencer par le plus simple et par le plus essentiel, c'est de se mettre d'accord tous sur de quoi on va parler ce soir. Alors, j'aime bien faire travailler les autres à ma place. Du coup, là, je vais tout de suite me tourner vers vous et je vais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « recommandation » ? Une proposition par rapport à nos goûts ? Ouais, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Ouais. Mais on avait déjà les bons mots-clés. Donc, pour que qu'on soit tous d'accord sur de quoi on va parler ce soir, on va désigner par recommandation le fait de prédire, donc bien jouer avec prévision, de prédire les préférences d'un utilisateur ou d'un client dans le but de lui faire des suggestions personnalisées. Et ce mot-clé personnalisé, il est aussi très important. Ils sont partout. Vous en avez entendu parler soit dans votre métier, soit rien que... Enfin, si vous avez un ordinateur avec Internet et que vous êtes utilisateur d'Internet, vous avez forcément utilisé quelque part un système de recommandation. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience, mais vous en avez forcément croisé. Ici, je vous ai mis les logos de pas mal d'entreprises ou de sites qui implémentent leur propre système de recommandation. Et j'ai fait une dichotomie entre, à gauche, des sites qu'on appelle des sites de contenu, donc soit avec des vidéos ou des contenus audio, ou encore des sites de médias texte. Là, c'est évident sur ces sites-là, qu'est-ce qu'on vous recommande ? On vous recommande d'autres contenus. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez une vidéo, à la fin de la vidéo, on vous propose de cliquer pour visualiser d'autres vidéos sur la base de ce que vous avez déjà regardé. Je suis allée sur lemonde.fr, c'est pareil, on lit un article, en bas de page, il vous propose de cliquer sur des liens vers d'autres articles qui traitent du même sujet. C'est aussi un système de recommandation. Ensuite, il y a d'autres classes de sites qui utilisent des systèmes de recommandation. Et c'est ceux que j'ai mis. Alors, il y en a 2 autres classes. Il y a en sociaux, donc Twitter, là j'ai mis Twitter, Facebook, LinkedIn, il y en a d'autres. Sur ces sites-là, qu'est-ce qu'on recommande ? Des amis. Ouais, on suggère des amis. En fait, c'est aussi un système de recommandation qu'il y a derrière. Et la dernière classe de sites ou d'entreprises qui ont hyper intérêt à mettre en place des systèmes de recommandation, c'est les entreprises du retail, les sites de e-commerce. C'est un peu évident, c'est qu'ils ont intérêt à essayer de vous recommander d'autres articles que vous seriez susceptibles d'acheter lorsque vous êtes sur le site en train de faire vos achats. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que, là j'ai déjà commencé à répondre à la question, mais d'après vous, pourquoi est-ce qu'ils sont partout ces systèmes de recommandation ? Il y a un truc qui paraît évident, c'est que probablement ça leur fait gagner en chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre en faisant ça. Alors pour les sites dans le retail, dans le e-commerce, c'est évident que le produit qu'on est en train de recommander va directement générer du revenu parce qu'on risque de l'ajouter à notre panier et que du coup ça va faire augmenter le revenu moyen par utilisateur. Mais pour les sites par exemple comme les réseaux sociaux ou comme les sites de contenu comme YouTube, c'est peut-être un peu moins évident. Est-ce que vous voyez le lien ? C'est que le business model de la plupart de ces sites, c'est qu'ils vont se rémunérer en publicité et du coup ils ont intérêt à fédérer, en fait à avoir beaucoup d'utilisateurs et à augmenter ce qu'on appelle l'engagement des utilisateurs. L'engagement des utilisateurs, c'est le fait de... Je vais aller sur un site, mais je ne vais pas seulement y aller et puis ne rien faire et repartir, c'est je vais passer du temps sur le site, je vais aller de page en page, me balader, et plus je vais de page en page ou plus je scrolle, plus je vais visualiser de pubs. Donc c'est comme ça qu'il y a un impact en fait indirect sur le chiffre d'affaires.
Alors, juste avant de passer vraiment au sujet en lui-même, je voudrais aussi vous dire de quoi on ne va pas parler ce soir, parce que souvent il y a des confusions. On ne va pas parler, les systèmes de recommandation, il ne faut pas les confondre avec les moteurs de recherche, c'est autre chose. Alors au passage, en face de moteurs de recherche, j'aurais pu mettre le plus connu, j'aurais pu mettre Google. En fait, là, j'ai pris le parti pour cette slide de mettre que des grands champions français, donc je ne sais pas si ces trois logos vous disent quelque chose. Donc on a un moteur de recherche français qui met en avant le fait de respecter votre vie privée lorsque vous faites une recherche qui s'appelle Quant. Donc je vous invite à vous renseigner dessus parce que c'est un très joli moteur de recherche et il commence à avoir le vent en poupe. Un système de recommandation, ce n'est pas non plus le fait de faire des enchères publicitaires. Est-ce que vous avez entendu peut-être le mot-clé ad bidding ou real-time bidding? Ça, c'est une classe d'algorithmes totalement différente dont on ne parlera pas ce soir. D'accord ? Là, j'ai mis en face Criteo qui n'est plus à présenter pour les enchères publicitaires. Et la dernière classe d'algo avec laquelle, ou de problème avec laquelle il ne faut pas confondre le problème de la recommandation, c'est le ciblage marketing. Je ne sais pas ici s'il y a des gens du marketing dans l'assistance. Oui, non. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le ciblage marketing? Ciblage marketing, c'est le fait de prendre des utilisateurs ou des clients, de les segmenter selon leurs caractéristiques. Par exemple, je vais m'intéresser qu'au sous-groupe des femmes qui consomment mon produit, ou je vais m'intéresser qu'à une certaine tranche d'âge, etc., etc. Ça, c'est la segmentation. Et le ciblage marketing, c'est le fait d'adapter des campagnes marketing en fonction des différents segments. La différence avec la recommandation de produit, c'est que la recommandation de produit, elle va être vraiment personnalisée pour un individu donné. On ne s'intéresse pas à un segment, on s'intéresse à un individu. Okay ? Donc maintenant qu'on a dit ce que c'était pas, il est peut-être temps qu'on revienne au sujet en lui-même, qui est le sujet des systèmes de recommandation. Et maintenant, je vais vous expliquer comment en construire un. Avant de vous expliquer comment en construire un, il faut se poser une question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et il y a un concept clé à connaître quand on veut construire un système de recommandation, c'est le concept de sérendipité. C'est un mot un peu compliqué, mais qui commence à être à la mode et qui est un peu galvaudé. Est-ce que quelqu'un, je vois des sourcils froncés, ah ça y est, je vous fais découvrir quelque chose peut-être, donc ça veut dire que je ne me suis pas déplacée pour rien ce soir. La sérendipité, vous allez probablement entendre ce mot de plus en plus parce qu'il commence à être à la mode. Alors, on n'a rien inventé, en fait c'est un terme assez vieux qui vient de la science. Et historiquement, ça voulait dire réaliser une découverte ou une invention de façon inattendue. Donc là, je vous ai mis 3 exemples en science de découvertes inattendues. Il y a eu par exemple la radioactivité par Becquerel. Est-ce que quelqu'un sait comment la radioactivité a été découverte? C'est en fait, il a oublié dans un tiroir des sels d'uranium avec des plaques photographiques. C'était le bordel dans son tiroir, on ne sait pas pourquoi il a mis des sels d'uranium avec des plaques photographiques. Il l'a déposé sous forme de radiation sur les plaques photographiques, et il a baptisé ça radioactivité. Mais il ne faisait pas du tout de la recherche sur ça à la base, d'accord ? La deuxième découverte inattendue, celle-là, elle est un peu plus connue, on l'apprend en primaire, je crois, c'est Christophe Colomb qui cherchait à rallier l'Asie et qui est tombé sur l'Amérique. Et un dernier exemple de découverte qui est assez inattendue, qui a été fait de manière inattendue et qui nous impacte encore tous les jours, c'est le stéthoscope. Est-ce que quelqu'un sait comment ça a été inventé, le stéthoscope? En fait, c'est un médecin qui s'appelait Laennec. Je crois que c'était au XVIe, XVIIe siècle. Ils avaient déjà compris, les médecins, qu'ils pouvaient utiliser ce qu'ils entendaient des battements du cœur pour essayer de déceler des maladies cardiaques. Et ils avaient pris l'habitude de poser leur oreille sur le torse de leur patient pour essayer de déceler des problèmes. Et un jour, il se rend au chevet d'une malade. Et comme c'est une femme et qu'il est gêné, et, il ne veut pas mettre son oreille sur sa poitrine, du coup, en fait, il prend un bout de papier, il le roule et il l'utilise en fait pour écouter le cœur de la patiente sans déposer son oreille sur sa poitrine. Et il se rend compte qu'en fait, en faisant ça, il entend beaucoup mieux le cœur que s'il avait posé directement son oreille. Et là, le stéthoscope est né. Concept de sérendipité en science. Et en fait, dans un système de recommandation,
La définition qui se cache derrière ce mot, c'est le fait de guider l'utilisateur vers des produits, contenus, relations qu'il n'aurait pas trouvé par lui-même, mais qui lui plaisent tout de même. Donc il y a vraiment, en fait, l'analogie, c'est qu'il y a vraiment dans les deux une notion de découverte. D'accord ? Un bon système de recommandation, je sais pas, je pense qu'il y a parmi vous pas mal d'utilisateurs de Netflix. Moi, je suis personnellement utilisatrice de Netflix. Quand je vais sur Netflix, j'attends pas de Netflix, j'attends qu'il me fasse découvrir des choses. C'est justement ce qu'on vient chercher chez Netflix, c'est la valeur qu'ils proposent en plus par rapport à d'autres sites ou par rapport à des chaînes. Ils vont analyser mes goûts, l'historique de ce que j'ai regardé, éventuellement même les notes que j'aurais attribuées, enfin si je peux dire j'ai liké, j'ai aimé ou pas cette vidéo. Ils vont analyser mes goûts et ils vont me faire découvrir des choses nouvelles. S'il n'y avait pas ce côté découverte de nouveautés, ce serait beaucoup moins intéressant. Mais c'est pas évident. Et j'en arrive à comment on construit un système de recommandation qui soit performant et comment on évalue, comment on se dit « Ah là, mon système de recommandation, il est bien. Il fait des choses sympas. » Le problème là, c'est ce que je vous raconte, on se rend compte que la sérendipité, c'est un concept flou et c'est pas évident de savoir en fonction de ce qu'on est en train de recommander, qu'est-ce que c'est qu'une bonne recommandation? Je vais rester sur l'exemple de Netflix. Est-ce que me recommander que des films qui vraiment vont changer ma vie et me faire un effet waouh, est-ce que j'attends que ça, ou est-ce qu'un film ou une série qui est assez divertissante et que je peux regarder tranquillement en faisant autre chose, est-ce que ce serait pas non plus une bonne recommandation? Donc on voit que c'est compliqué et qu'en plus c'est subjectif, ça peut varier d'un utilisateur à l'autre. Et du coup c'est assez casse-tête en fait d'évaluer les performances d'un système de recommandation. Alors là je distingue deux cas. Il y a le cas où on a accès à une mesure directe de la satisfaction. Donc ça peut être des notes, on a demandé aux utilisateurs d'attribuer des notes, mais ça peut aussi être sur les sites avec du contenu vidéo ou audio, ils vont beaucoup analyser la durée de visionnage ou la durée d'écoute. Sur Spotify, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Spotify ou de Deezer dans l'assistance? Ouais, je pense que c'est un exemple aussi assez répandu. Ce qu'ils font, par exemple, alors Deezer je connais moins, mais moi j'utilise Spotify. Sur Spotify, ce qu'ils font, c'est que ils me proposent toutes les semaines une playlist personnalisée. Et en fait, ils apprennent au fur et à mesure, c'est comme par essai-erreur, ils apprennent au fur et à mesure parce que la playlist qu'ils vont analyser, c'est quelle musique est-ce que je vais écouter jusqu'au bout et lesquelles est-ce que je vais passer rapidement. D'accord ? Et c'est comme ça qu'indirectement, en fait, eux, ils se créent un espèce de score de satisfaction par rapport à ma durée d'écoute. En faisant un petit calcul mathématique en gros, j'ai écouté tel pourcentage de tel contenu. Ensuite, il y a aussi, par exemple, sur Facebook, les likes. Si Facebook vous suggère un ami, il va regarder en fait à quel point est-ce que vous interagissez après avec cet ami, à quel point, par exemple, est-ce que vous allez liker ses photos ou discuter avec lui sur Messenger. Donc ça, c'est des mesures, on va dire, directes de la satisfaction. Le problème, c'est que c'est pas forcément accessible et surtout, pour avoir généralement ces mesures directes de la satisfaction, l'utilisateur doit avoir un compte. Et c'est problématique pour la plupart des sites parce qu'on ne voudrait pas s'interdire de faire des recommandations à des gens qui ne se logueraient pas sur le site. Et du coup, pour cette raison-là, le plus généralement, en fait, on ne mesure pas directement la satisfaction, on mesure des conséquences de la mise en place du système de recommandation. On va essayer de mesurer l'évolution des revenus générés par le site. Si c'est un site de e-commerce, par exemple, l'évolution des revenus générés par le site après la mise en place du système de recommandation. On va aussi essayer, par exemple, de voir si le taux d'engagement dont je parlais plus tôt, s'il augmente. Et ça, c'est pas évident à mettre en place. Et pour le faire proprement, c'est une science à part entière et ça nécessite la mise en place d'un A/B testing. Et du coup, là, je renvoie la balle. J'ai vu qu'il y avait Romain Granger qui faisait un talk chez Jeddah sur ce problème d'A/B testing, dédié à ce problème d'A/B testing. Il me semble que c'est le 26 juin, c'est ça ? Voilà. Et c'est vraiment une science à part entière, donc je ne rentrerai pas dans les détails pour ça.
Donc là, je vous ai à peu près expliqué ce qu'on attendait d'un système de recommandation, comment on allait mesurer qui fait bien des choses intéressantes. Et maintenant, je vais vous expliquer vraiment comment on implémente ça dans les faits. Alors là, j'ai simplifié. Je ne sais pas s'il y a des experts data scientists ou des apprentis data scientists ou des gens qui se sont déjà documentés sur les systèmes de recommandation. En tout cas, sachez que là, j'ai simplifié les choses. J'ai simplifié les choses. Dans les faits, il y a plus que 3 grandes classes de modèles, mais là, j'ai pris le parti de vous en présenter que 3, qui sont les 3 principales, les 3 plus répandues. La première, c'est ce qu'on appelle une approche modèle. Approche modèle parce qu'elle est basée uniquement sur des gros modèles de machine learning. Est-ce que machine learning, c'est un mot qui vous parle? Il faut que j'explique. Je peux expliquer au besoin? Oui, non? Alors juste pour que ce soit clair pour tout le monde, le machine learning, c'est des algorithmes, en fait, pour lesquels on ne va pas coder explicitement toutes les étapes qui mènent à une décision. D'accord? Et en fait, ils vont un peu apprendre à la manière d'enfant. Et là, dans le cas des systèmes de recommandation, c'est qu'on va montrer à l'algorithme, à l'ordinateur, des exemples. Ah, regarde, l'utilisateur A, voilà les films qu'il a bien aimés. Et en fait, l'algorithme va apprendre tout seul quelles sont les bonnes caractéristiques du film à retenir pour prédire les goûts de l'utilisateur et va aussi ensuite apprendre à personnaliser les recommandations pour l'utilisateur. Je détaillerai un peu plus après ce qu'il y a derrière ça. C'est clairement les modèles dont on entend le plus parler, c'est ce qui a le plus à la mode parce que le machine learning c'est à la mode. Mais bizarrement, c'est la classe de modèles derrière les systèmes de recommandation qui sont le moins répandus en production. Je mets 3 petits points, je vous laisse réfléchir à ça et j'expliquerai après pourquoi. Ensuite, il y a une autre grande classe de systèmes de recommandation qu'on appelle approche produit ou item-based. Alors l'approche produit, c'est qu'en fait on va se concentrer sur des informations sur les produits et sur les contenus. Donc ça peut être en fait, vraiment toutes les informations qu'on a à disposition, donc ça peut être la description, le prix si c'est un article à la vente, la catégorie. Pour un film, ça pourrait être le nom du réalisateur, la liste des acteurs, le synopsis, la durée du film, ses genres, etc. etc. Sa date de sortie aussi. C'est pas forcément, ça peut être du contenu textuel qui est difficile à manipuler par ailleurs. Mais ça, c'est l'approche produit. Et ensuite, il y a l'approche utilisateur, où on va se concentrer en fait sur des informations sur les utilisateurs eux-mêmes et sur leurs interactions. Donc pour ça, on va se reposer sur si l'utilisateur est logué sur les données de son compte et aussi sur l'historique de ses actions sur le site. Donc par exemple sur Netflix va se baser sur ce que j'ai déjà visionné et les notes que j'ai déjà potentiellement attribuées pour me faire des recommandations à l'avenir. Et ces deux dernières classes de modèles, il peut y avoir du machine learning derrière, mais il n'y en a pas forcément. Et j'y reviendrai plus tard. Alors, attention, là on passe à la slide. Attention, il y a des maths. Pour les slides, pour expliciter les modèles, je me suis permise d'emprunter les slides d'un chercheur qui s'appelle Alexandros Karatsoglou, qui est vraiment, c'est un ponte du domaine, il est spécialisé en système de recommandation. Et il a fait des présentations hyper claires sur le sujet, qui sont en anglais et qui sont très poussées niveau maths. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher sur YouTube ou sur... Il y a aussi ces supports de présentation qui sont disponibles sur LinkedIn. Voilà, donc si vous voulez approfondir le sujet, je vous renvoie vers lui. Il fait vraiment des présentations excellentes à ce sujet. Alors là, on est dans le cas model-based, donc on va se baser vraiment sur le machine learning. Et j'ai choisi de vous présenter la façon de résoudre la plus usuelle, mais en fait il y en a plein, d'accord ? Mais la façon de résoudre la plus usuelle, c'est que vous voyez ici qu'on a un tableau avec chaque ligne représente un utilisateur et chaque colonne représente un film. Et en fait, un utilisateur donné va attribuer des notes au film qu'il a visionné.
Donc vous voyez que toutes les cases ne sont pas forcément remplies parce qu'un utilisateur donné n'a pas vu tous les films du site. Et en fait, l'approche de factorisation de matrices, on va faire des maths pour essayer de séparer ce gros tableau en deux tables. L'une qui va représenter les films, qui va trouver un moyen de représenter les films d'une manière qui soit pertinente pour prédire les goûts de l'utilisateur. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle pardon, j'ai failli dire matrice, mais il ne faut pas. Le tableau M. Et ensuite, de l'autre côté, on va essayer, en fonction des caractéristiques que l'algorithme a découvert tout seul des films, on va essayer de prédire les goûts de chaque utilisateur. D'accord ? Ça a l'air un peu compliqué. Ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est vraiment des maths. D'accord ? Maintenant, l'approche item-based et l'approche user-based, ce sera un peu la même démarche. C'est beaucoup plus simple à comprendre avec les mains. Dans item-based, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on sait sur les contenus et les produits pour essayer de dégager des sous-groupes de produits qui sont similaires entre eux. Un utilisateur qui aurait visionné Superman. Et en fait, on va trouver tous les films qui sont similaires à Superman. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est des films de super-héros et on va lui proposer de regarder d'autres films de super-héros qu'il n'a pas déjà vus. Ça, c'est item-based. Ce qui est important de retenir pour ça, c'est qu'il y a une étape de calcul, c'est qu'on doit se donner une métrique qu'on appelle la similarité pour dire sur quels critères est-ce qu'on va décider que des films vont être assemblés en groupes de films. L'approche user-based, c'est un peu la même démarche, sauf que là, on s'intéresse aux utilisateurs. Et on va se donner une façon de calculer une métrique de similarité qui va permettre cette fois de grouper les utilisateurs en groupes d'utilisateurs similaires. Et on va aussi pouvoir faire des recommandations en se basant là-dessus. Donc par exemple, si je reste sur l'exemple des films, j'ai un utilisateur. Je veux lui recommander des films. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder parmi les utilisateurs similaires quels films ont été les plus populaires ou les plus aimés et que l'utilisateur A n'a pas déjà vu, et je vais recommander ces films-là. Ça va, j'ai été claire Ok. Alors vous voyez, user item based, c'est un peu la même démarche. Et du coup, là, je vais vous proposer vraiment un peu une opposition entre l'approche machine learning et l'approche user item based. Pour le machine learning, si vous vous souvenez de la slide avec les tableaux, là, on est, dans la démarche, on est obligé de prendre en compte des notes. Donc déjà, comme on a dit avant qu'on n'avait pas forcément une mesure directe de la satisfaction de l'utilisateur, c'est pas forcément implémentable pour tous les cas d'usage. Donc ça, c'est déjà une grosse contrainte de l'approche model-based. L'autre contrainte, c'est que c'est des modèles assez complexes à mettre en place, et deux raisons derrière ça. Problème de sparse matrix. Donc c'est un terme un peu barbare pour expliquer, pour désigner le fait que le tableau là que je vous montrais plus tôt, qu'il n'est pas complet. En fait, il y a plein de trous. Et en fait, il y a vraiment beaucoup plus de trous que de chiffres dedans. Pourquoi ? Parce que moi, quand je suis sur Netflix, il y a tellement de contenu sur mes films que je n'ai pas vus que de films que j'ai vus et notés, potentiellement. Oui. Du coup, quand on fait la décomposition après, est-ce que ça ne réduit pas la taille des matrices en l'occurrence ? Ouais, mais au départ, tu as quand même. Ça réduit la taille des matrices. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de maths. Donc, tu peux un peu régler le problème comme ça, mais tu as quand même un souci à la base en gros, pour les sites avec beaucoup d'utilisateurs comme Netflix, il y a tellement d'utilisateurs et tellement de films que tu as de toute façon, même si tu cherches une représentation un peu plus condensée, tu as de toute façon tu vas avoir du mal à faire des prédictions précises en fait, à cause du fait qu'à la base, tu n'as pas beaucoup de notes à disposition. Enfin, le ratio de notes
par rapport au nombre de films qui pourraient être vus est très faible. Donc ça, c'est le problème de Sparse Matrix. L'autre problème, c'est le problème avec ces modèles-là. On ne sait absolument pas quoi faire d'un utilisateur qui n'a jamais donné de notes. Et en fait, on ne pourra jamais faire mieux pour cet utilisateur-là que de lui proposer les films qui sont en moyenne le mieux notés. Et l'autre contrainte, et là j'en arrive à la raison majeure pour laquelle par exemple Netflix ne met pas en place sur leur site, sur leur interface, ils ne mettent pas en place de stratégie model-based. C'est parce qu'en fait, je vous ai expliqué, c'est des modèles, on a besoin de les entraîner sur la base d'exemples. Et comme c'est des modèles de machine learning complexes, le temps d'entraînement peut être très long, ça peut être plusieurs heures, voire plusieurs jours. Surtout quand on est Netflix et qu'on a des millions d'utilisateurs et je ne sais pas combien de films. Et du coup, ces modèles-là, généralement, on a du mal à faire du temps réel avec. Et c'est un peu problématique parce que ça voudrait dire que moi, utilisatrice de Netflix, j'arrête pas de dire Netflix, il faudrait que je change, moi, utilisatrice de Spotify, ça voudrait dire qu'il mettrait une semaine à mettre à jour mes recommandations. Et du coup, pour cette raison-là, en fait, on a plus tendance à rencontrer des stratégies user ou item-based. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on peut utiliser les notes si on a l'info sur les notes, mais on n'est pas obligé de le faire. Et je vous montrerai plus tard dans un cas concret pourquoi on n'est pas obligé de le faire. Parfois, ça ne veut pas dire que dans user et item-based, il n'y a pas de machine learning. Parfois, dans certaines étapes, notamment pour faire ce calcul de similarité dont je parlais, parfois on fait appel au machine learning. Mais c'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Donc pareil, c'est des classes de modèles qui ont très peu de contraintes à mettre en place. Et surtout, c'est ça la puissance de la chose, c'est que, en fait, parfois, il suffit de représenter les données dans une base qui est adaptée, et je vais y revenir tout de suite après, et en fait qui permettra de faire des requêtes en temps réel. Et là, ça règle notre problème on va pouvoir mettre à jour mes recommandations en temps réel en fonction de mes actions. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il y a derrière cette base adaptée dont je parle ? Non ? Alors, c'est pas encore hyper connu, mais ça devient de plus en plus à la mode. C'est ce qu'on appelle les bases de données en graphe. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, ou pas ? Ouais. Ça commence à être à la mode. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les bases de données parce que sinon, on n'est pas sorti d'ici. Mais en gros, les bases de données en graphe, ça fait partie de cette nouvelle classe de bases de données qui sont hyper à la mode, qu'on appelle les bases de données NoSQL. Alors, NoSQL, attention, souvent les gens croient que ça veut dire que c'est pas comme SQL. En fait, c'est pas ça. NoSQL, ça veut dire Not Only SQL. Okay ? Ça veut dire ça apporte quelque chose en plus. SQL, pour les gens qui ne savent pas, c'est des bases de données relationnelles où en gros on met les données, c'est un peu comme Excel. On a des données structurées, on peut créer des tables où dedans on a des colonnes et on va dire dans telle colonne je vais ranger telle donnée avec tel type. D'accord ? Ça, c'est des bases relationnelles et c'est des bases relativement figées, pas forcément flexibles et alors, qui sont très très utiles pour faire plein de choses, mais pas forcément pour faire de la recommandation. Et pour faire de la recommandation, en fait, ce qui est de plus en plus utilisé, c'est les bases de données en graphe. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Les bases de données en graphe, on a des nœuds qui sont représentés ici par des cercles et ils peuvent avoir différents labels. Donc, par exemple, ici, j'ai un nœud personne, j'ai un nœud de label personne, un nœud de label city et un nœud de label restaurant. Je peux avoir du coup autant de nœuds restaurants que de restaurants dans ma base de données, etc. etc. Et chacun de ces nœuds, et pour un restaurant, je vais pouvoir stocker le nom du restaurant, la date de création, le nom du chef cuistot, etc. etc. Ça, c'est la première brique des bases de données en graphe, c'est les nœuds. Et la deuxième brique, mais qui n'est pas des moindres, c'est les relations. En fait, dans les bases de données en graphe, contrairement aux autres bases de données, on va vraiment se focaliser de manière explicite sur les relations qui sont représentées ici par des flèches. Et les relations,
peuvent avoir aussi différents types. Donc par exemple sur ce schéma, vous avez une relation lives in qui va d'une personne vers une ville. Enfin c'est assez clair, je crois que j'ai même pas besoin d'expliciter, mais ça indique clairement, ça permet d'indiquer explicitement les liens entre les différents nœuds, d'accord? Donc là j'ai un type lives in, j'ai aussi un type likes. D'ailleurs le type likes, il peut aller de la personne vers la ville, mais de la personne aussi vers un restaurant. Et par exemple, j'ai un autre type là, restaurant qui est located in, où c'est évident ce que ça veut dire, c'est on indique juste par une flèche dans quelle ville se situe un restaurant. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des experts SQL dans l'assistance qui ont envie de crier ou pas? Ok, j'ai de la chance, parce que s'il y avait un expert en base de données relationnelle dans l'assistance, il pourrait me couper et me dire « Non mais attends, c'est quoi cette arnaque? Ça, on pourrait aussi très bien le faire avec une base SQL bien codée. » En effet. Par contre, pour certains types de requêtes, et on va voir juste après lesquelles, les bases en graphe vont mieux marcher. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans les graphes, on stocke, en plus de toutes les propriétés sur les nœuds, on stocke ce qu'on appelle des pointeurs. C'est-à-dire que pour la relation, là j'ai un nœud d'une personne qui travaille dans une entreprise, qui ont aussi été consultés par les utilisateurs qui ont déjà vu ce produit. Et en fait, normalement vous devez sentir que, donc là il y a moi, ça c'est le produit, ça c'est un autre utilisateur qui a été sur la page de ce produit, et là je vais aller chercher une page que l'autre utilisateur a été consulté. Et en fait, je suis en train de faire ce qu'on appelle une traversée de graphe. Et c'est local, pourquoi? Parce que ça part de moi. Je m'en fiche des autres utilisateurs. Là, on est en temps réel, c'est moi qui suis sur cette page et c'est que pour moi que je veux ces recommandations par rapport à cet article-là. D'accord? Et en fait, c'est là le lien avec les systèmes de recommandation, c'est que les requêtes qu'on va faire pour bâtir nos systèmes de recommandation, très souvent, en fait, c'est des requêtes qui vont marcher de manière hyper performante si on a modélisé nos données en graphe. Donc là, c'était peut-être un peu abstrait tout ce que j'ai raconté. Du coup, je vous propose de vous faire une petite démo d'un cas concret qui sera la recommandation de film avec Neo4j. Alors, pour ce qui suit, j'ai utilisé un dataset qui s'appelle MovieLens, qui est mis à disposition en public par un groupe de recherche qui s'appelle GroupLens, dans lequel il y a plus de 100 000 notes données par des milliers d'utilisateurs sur des milliers de films. C'est une petite version du dataset, mais en fait, pour ceux qui ont envie de s'amuser chez eux, sachez qu'ils rendent public des datasets avec des millions, voire des centaines de millions de notes. Donc on peut en plus on peut s'amuser à essayer de tester les performances pour ceux que ça intéresserait. Et je vais vous montrer ce que j'avais fait en fait à l'époque, c'est quand je travaillais, c'était ma première expérience comme data scientist après ma thèse. J'avais travaillé dans le data lab d'une agence web qui s'appelle Kernix, et du coup, comme on était une agence web, très souvent nos clients nous demandaient d'implémenter pour eux des systèmes de recommandation. Donc c'était un petit peu notre spécialité, et du coup on était assez libre aussi d'explorer par nous-mêmes, justement pour essayer de trouver quelles étaient les meilleures stratégies de recommandation. Et ils tiennent toujours, mes anciens collègues tiennent toujours un blog que vous pouvez aller consulter, où ça parle de plein de sujets, ça parle pas que de recommandations, ça parle aussi de classification d'images par exemple, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas une des spécialités c'est les recommandations. Et là je vais vous montrer ce qu'on avait fait à l'époque avec un de mes collègues. En fait on avait testé 4 stratégies user ou item based avec Neo4j pour ce dataset de films. Alors la première stratégie, je vous ai mis les schémas ici. La première stratégie, c'est donc ici vous avez un utilisateur, c'est celui à qui on veut faire la recommandation. Ici vous avez l'ensemble des films qu'il a vus. Et en fait, je vais dégager un groupe d'utilisateurs similaires en disant les utilisateurs similaires, c'est ceux qui ont plein de films en commun avec lui. Ok ? Ça, c'est mes utilisateurs similaires. Et ensuite, je vais recommander à l'utilisateur qui m'intéresse les films les plus populaires pour ces utilisateurs similaires.
Ok ? Ça, c'est le truc le plus bête qu'on peut faire en fait. Et ce que vous voyez là, c'est que j'utilise pas les notes attribuées par les utilisateurs. C'est là où c'est j'ai juste besoin d'avoir l'info, tel utilisateur a cliqué sur tel film. Ensuite, il y a une stratégie. Les stratégies 2 et 3, elles se ressemblent. Et en fait, 3, c'est un raffinage, je ne sais pas comment on dit, de 2. Et c'est des stratégies où on va commencer à prendre en compte les notes aussi. La stratégie 2, c'est que je garde le même groupe d'utilisateurs similaires. Donc je suis toujours dans la stratégie, je considère comme similaires des gens qui ont regardé à peu près les mêmes films que moi. Et par contre, cette fois, je ne vais pas recommander les films les plus vus, je vais prendre en compte les notes et je vais recommander les films en moyenne les mieux notés par ces utilisateurs similaires. Et juste le fait de changer ça, ça change complètement les recommandations qu'on va faire en fait. Et la troisième stratégie, elle utilise encore plus les notes, parce qu'elle va utiliser aussi les notes pour finalement définir ce qu'est un utilisateur similaire. Et cette stratégie-là, en fait, elle va dire un utilisateur similaire, c'est pas forcément un utilisateur qui a à attribuer les mêmes notes que moi. En fait, la différence entre ici et les deux autres approches, c'est que là, on dit les utilisateurs similaires, ce sont ceux qui ont les mêmes goûts. Vraiment, ok ? Et pareil, ensuite, je vais prendre ce groupe d'utilisateurs similaires et puis je vais recommander à mon utilisateur 1 ici les films qui sont en moyenne le mieux notés. Donc ces trois stratégies-là sont des stratégies user-based parce que vous voyez qu'on s'est concentré uniquement sur les interactions entre les utilisateurs. Je peux ne rien connaître de mes utilisateurs, ça marche. Et je peux ne rien connaître des films, ça marche. Et la stratégie 4, c'est une stratégie item-based que je ne pourrais pas vous montrer dans la démo, mais qu'on avait aussi testé, où en fait on avait fait appel à une étape de machine learning au préalable pour analyser les synopsis des films, et à partir de l'analyse des synopsis des films, on avait attribué des scores de similarité entre films. Donc là, c'est une stratégie item-based parce qu'on se base sur une information sur les films pour dégager des groupes de films similaires. Et du coup, on avait fait tourner ça, on avait utilisé Neo4j pour implémenter ces 4 stratégies. Donc là, je vais vous faire une petite démo de comment ça se présente Neo4j. Alors attendez, faut que j'enlève le plein écran. Alors là, vous avez l'interface utilisateur de Neo4j. Comment ça se présente? C'est que là en haut, j'ai un éditeur de texte où je peux taper du code en fait, dans un langage particulier qui s'appelle Cypher, qui est le langage qui me permet de faire des requêtes à la base de données. D'accord ? Et ce qui est vachement sympa dans Neo4j, en fait, c'est qu'il propose une visualisation dynamique des résultats des requêtes. Donc là, je vais pouvoir vous montrer justement comment est structurée ma base de données. Ce qui n'est pas magique, ce que j'ai dû faire au préalable, c'est que moi, j'ai dû faire un code pour mettre la base MovieLens dans Neo4j. D'accord ? C'est pas ça, il faut le coder à part. Mais là, c'est déjà fait. Et du coup, je peux vous montrer, par exemple, comment se présentent les données dans la base en graphe. Ça ressemble à ça. Hop. Là, ce que vous voyez en jaune, c'est des utilisateurs. Donc, ils ont des ID, ils sont numérotés, c'est anonymisé. Hein, donc, j'ai pas les noms, mais j'ai des ID. Et chaque nœud bleu est un film. Et donc, vous voyez qu'il y a des relations qui vont des utilisateurs vers les films, qui m'indiquent si l'utilisateur a regardé. Et alors, c'est peut-être un peu petit, mais sur chaque relation, il y a un poids qui est en fait la note attribuée par l'utilisateur au film. Et ensuite, j'ai des nœuds en rouge qui en fait sont les genres et des relations qui vont des films vers les genres qui matérialisent l'appartenance d'un film à ce genre. Okay ? Ça, c'est ma structure générale de ma base en graphe pour MovieLens. Alors, je vais pouvoir faire des requêtes simples, et alors là, je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, je vais me concentrer pour toute la suite sur un utilisateur qui a l'ID 36.
Et je vais par exemple, la première chose que je vais vouloir faire, c'est sortir la liste de tous les films que cet utilisateur a regardés. Et en fait, alors c'est peut-être un peu petit là. Vous arrivez à lire ou pas? Bon, en gros, la façon dont c'est une syntaxe qui est très imagée. C'est en fait, je vais lui dire match, ça veut dire trouve, et je vais vraiment écrire ce qui représente ma relation. Là, je vais dire trouve l'utilisateur avec l'ID 36, et en fait, là, ici, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une flèche. Et c'est que je lui dis cherche pour l'utilisateur 36 tous les films, movies, qui ont un lien direct. D'accord? Donc c'est vraiment, je suis en train de décrire ce que je voyais avant. Et du coup, je peux le lancer en live. Hop. Là, vous voyez, j'ai l'utilisateur 36 avec tous les films qu'il a regardés. Et si je clique... alors, si je veux plus de détails, je peux aussi avoir les résultats de la requête sous forme de table. Donc là, c'est peut-être un peu petit aussi, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a plus de détails. Et donc, la colonne de gauche, c'est l'utilisateur en question. Et en fait, on se rend compte déjà que c'est une utilisatrice parce qu'il y a F dans gender, qu'elle a 19 ans et en fait, c'est une étudiante. Donc ça, c'est tout ce qui se trouve dans mon nœud utilisatrice. Et ensuite, j'ai la liste de tous mes films qui sont liés à cette utilisatrice. Maintenant, je vais pouvoir aussi, mettons, là dans les résultats de cette requête, je vois qu'il y a un des films, normalement, si j'ai bien préparé mon truc, il y a un des films, en fait, c'est Scream. C'est peut-être un peu petit à lire pour vous, mais là, on a Scream. Je vais peut-être déjà pouvoir me demander, en fait, c'est quoi le genre de ce film? Ben, pareil, c'est une requête hyper simple, où je vais dire, trouve-moi tous les genres qui sont reliés au film Scream. Hop. Et là, en fait, je vais directement voir que Scream, vous voyez, en plus, on peut tester en mettant dans la base de données, puisque là, je vois que Scream, c'est un thriller / film d'horreur. Ça correspond à peu près à ce dont je me souviens de mes souvenirs d'adolescente. Et bon, là, c'est bien beau. C'est des petites requêtes où, en fait, c'est pas ce qu'on appelle des traversées de graphes, parce qu'en fait, là, on est en train juste de requêter des liens directs. Donc, c'est pas très utile. Et là où c'est utile, c'est par contre... pour se mettre à, par exemple, une requête de lien indirect, c'est je voudrais savoir, mais en fait, cette utilisatrice-là, quel genre de film est-ce qu'elle regarde? Et en fait, je vais pouvoir, du coup, faire une traversée en exploitant les liens de l'utilisatrice vers les films qu'elle a regardés, puis des films qu'elle a regardés vers les genres, pour sortir simplement la liste de genres qu'elle regarde préférentiellement. Vous voyez, c'était une ligne de code. Je peux la remettre. Vous voyez, c'est une ligne de code. Et là, pouf, ça me sort tout de suite tous les genres que l'utilisatrice a regardés. Et en fait, je me rends compte qu'elle a des goûts particuliers parce qu'il me dit qu'il y a seulement 12 genres. Et je sais que dans la base, il y en a plus, il y en a une trentaine. Donc là, c'est toujours pas trop waouh. On pourrait faire ça pareil avec d'autres types de bases de données. Et par contre, là où est la grosse différence, c'est du coup les stratégies dont je vous ai parlé plus tôt. Les stratégies 1, 2, 3 qui sont user-based. En fait, je peux complètement les coder dans cette syntaxe-là aussi. Alors, c'est des requêtes un peu plus longues, vous voyez, voilà, ça ressemble à ça. En termes de nombre de lignes, il faut quand même faut un peu travailler pour les faire. Mais donc là, c'est la requête qui correspond à la première stratégie. Hop, je la lance. Ça réfléchit un peu, mais vous voyez qu'en fait, ça a mis... là, il me sort justement la table des recommandations avec le score associé. Le score étant un indice de la préférence que l'utilisatrice va avoir pour les films. Et il a mis à peu près un peu moins de 2 secondes à faire le calcul. Alors un peu moins de 2 secondes, c'est pas encore satisfaisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la stratégie, si je passe à la stratégie 2, hop, je lance une autre requête. Pouf, on voit déjà à l'œil, ça allait plus vite. En fait, ça a mis à peu près 1 seconde. 1 seconde, ça commence à être intéressant pour faire du temps réel et être capable de pousser des recommandations dès qu'un utilisateur se log. Et pour la stratégie 3, ça va encore plus vite. Hop. Là, on voit qu'il a mis moins d'1 seconde. Il a mis 900 millisecondes. Okay, donc là, ça commence à être intéressant. Et c'est quoi? C'est 900 millisecondes sur la version de Neo 4J Desktop
sur mon ordinateur. Donc, en gros, sur un serveur dédié, ça pourrait dépoter, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce genre de base de données. C'est que, et alors, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est intéressant, ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur le premier schéma de base de données? Ouais. Du coup, ouais, de toute façon, on allait revenir au slide. Je vais juste enlever ça. Ah non, c'était sur le logiciel. Ah, sur le logiciel. Ah, sur le schéma de la représentation des données. Ouais. Hop. Ici, vous avez les films et les users avec un ID. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on peut avoir plusieurs ID, on peut avoir 2 fois le même ID pour plusieurs films? Par exemple, si un user il a regardé 2 films différents, il va apparaître 2 fois ou il va être... Ah, alors non, là c'est le travail un peu, c'est un peu le travail que je mets sous le tapis, c'est qu'il faut avoir codé correctement pour remplir correctement sa base de données. Et une bonne base de données, c'est j'aurai pas de duplicata, c'est-à-dire que un utilisateur a un ID unique et un film a un ID unique. Et si je veux mettre à jour, par exemple, j'ai cet utilisateur, la 528, qui est déjà dans ma base et il a regardé un nouveau film, ben, je m'arrange pour mettre à jour ma base pour ne pas dupliquer ni l'utilisateur ni le film. Mais ça, c'est plus la façon dont on rentre, c'est le code pour mettre à jour la base de données. Ça, Neo4j ne le fait pas à votre place. On peut faire n'importe quoi avec Neo4j si on ne fait pas attention à ça, effectivement. Ok. Alors là, ça, c'était pour la partie démo. Et maintenant, je vais... alors, là, je vous... Ouais. J'ai juste une question par rapport à la stratégie 1, vous avez parlé de score. En fait, il sort d'où ce score? C'est un score de popularité. Parce que si je reviens sur mes slides, en fait, ce score, c'est la popularité des films. En gros, c'est le ratio parmi mes utilisateurs similaires. Combien ont regardé ce film. Et du coup, je les trie par ordre décroissant parce que je vais vouloir recommander les plus populaires. Après, il y avait, en fait, à chaque fois, dans chaque recommandation, on renvoie un film avec son score. Et les scores sont différents suivant la stratégie utilisée. Et donc là, j'ai fanfaronné, je vous ai montré, regardez comme c'est rapide, mais vous pouvez peut-être vous offusquer en disant, ouais, mais est-ce que ça renvoie des films pertinents? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, donc je vous ai dit, c'est pas évident d'évaluer les performances d'un modèle. Là, en vrai, si j'étais en conditions réelles, je devrais mettre en place un A/B testing sur plusieurs mois pour voir si la fréquentation de mon site ou si l'engagement de mes utilisateurs augmente. C'est potentiellement pas évident à mettre en place. Nous, on était en train de s'amuser à comparer des modèles. On n'avait pas de site à disposition pour mettre en place un A/B testing. Donc, on a trouvé une autre méthode. C'est qu'en fait, on a un pote qui travaille dans le cinéma, qui était fan de cinéma. Et en fait, il se trouve qu'il avait vu la plupart des films qui sont présents dans ce dataset. En fait, ça nous donnait un cobaye dont on connaissait, qui était capable, pour n'importe quel groupe de recommandations de 20 films qu'on lui sortait, il en connaissait au moins 15 et il était capable de nous dire ce film-là, j'aurais donné ça comme note, j'aurais donné ça comme note, j'aurais donné ça comme note. Et ça nous donnait en fait une référence finalement pour comparer chacune de nos approches. Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé une approche machine learning pour comparer ces approches basées sur le graphe aux performances d'une approche model-based. Alors, attendez, je me suis perdue. Voilà. Et ici, je vous ai mis un tableau récapitulatif des performances. Alors ici, vous avez le point de référence. Ah oui, alors les colonnes, c'est R5. C'est parmi les recommandations qu'on a faites à notre pote, à quel pourcentage des recommandations il aurait attribué une note de 5 sur 5. R4, c'est à quel pourcentage des recommandations il aurait attribué une note de 5. Donc en gros, le modèle idéal, c'est le modèle où on a 100% de 5 sur 5 et 0% dans les autres colonnes. Ok ? Et on a pris comme référence
une approche machine learning où on a atteint une performance déjà qui était vraiment très bien, où en fait on n'avait pas de notes 3, 2, 1 dans les recommandations qu'on faisait à notre pote, on avait que des notes, on avait 80% de 5 sur 5 et 20% de 4 sur 5. Donc il était très très content, il était là, ah ouais, ça marche bien, ça a bien compris mes goûts. Et en fait on s'est dit, bah voilà, on va voir maintenant comment performent nos autres approches. Et alors la première chose qui est intéressante, c'est que là, l'approche 3 dont je vous ai parlé, donc celle de prendre les utilisateurs qui ont des goûts un peu similaires et de recommander les films qui sont en moyenne le mieux notés, en fait vous voyez qu'elle a des du cas machine learning. La différence entre ce cas-là et ce cas-là, c'est que ça mettait 4 heures sur mon ordinateur à s'entraîner. Okay, et ça, je vous l'ai montré en temps réel, ça mettait moins d'1 seconde. Et du coup, en fait, quand on est pragmatique et qu'on veut faire un site web performant avec de la mise à jour en temps réel, généralement, on va vouloir retenir ça. Mais pas que. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche le machine learning pour trouver des films similaires les uns aux autres sur la base de l'analyse de leur synopsis. Avec cette approche-là, on a eu des moins bonnes performances, mais des performances quand même relativement intéressantes, avec 57% de 5 sur 5 et presque 30% de 4 sur 5 dans nos recommandations. Et alors j'en arrive à cette dernière question. C'est dans les faits, pourquoi est-ce qu'en fait je dis que cette approche elle n'est pas inintéressante et pourquoi dans les faits on va les combiner? Et donc là je m'adresse à vous, je vous pose la question, d'après vous, pourquoi est-ce que je ne vais pas retenir juste la meilleure stratégie, mais je vais les combiner? Tout dépend en fait. Ouais. Donc déjà oui, effectivement, ça dépend de qu'est-ce qu'on est en train de vendre, c'est quoi l'objectif du site, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait des utilisateurs, nouveaux utilisateurs, ceux qui sont pour la première fois sur le site. Et il y a aussi autre chose derrière tout ça. Ouais. Ouais, alors je reprends l'idée globale sans parler de modèles d'ensemble, etc. Mais l'idée globale, c'est l'idée de combiner plusieurs modèles pour avoir des meilleurs résultats. Et c'est exactement ça la réponse en fait. La réponse, c'est le mot que je vous ai introduit plus tôt, c'est la sérendipité. On se rappelle qu'en fait c'est hyper flou. C'est un concept hyper compliqué. Prédire, c'est quoi une bonne recommandation pour un film, c'est hyper compliqué. Et en fait, généralement, on se rend compte que ce qui performe le mieux, c'est de combiner un peu toutes les approches et de faire un peu une cuisine en fonction du secteur, de l'objectif du site. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.